Merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au 12h45. C'est une tradition qui risque de se voir bousculée avec la pandémie de la Covid-19. La fête des amoureux célébrée ce 14 février va-t-elle se réduire à un classique dîner à la maison ou une rose rouge posée sur l'oreiller? On en parle avec un sexologue clinicien. Et si tout le monde le sait que le 14 février correspond à la Saint-Valentin, sachez désormais que le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, la première cause de mortalité dans la première année de vie. Enfin, on va s'intéresser aux médias le plus suivis de par le monde, la radio, ce puissant outil d'information et de communication qui traverse les générations sans prendre des rides. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais donc, tout le monde sait que le 14 février correspond à la Saint-Valentin, journée des amoureux. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitale, sujet sensible et difficile qui touche chaque année environ 8 enfants sur 1000 qui naissent avec une malformation cardiaque. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans la première année de vie. Plus de détails à travers ce élément signé Amandine Agnambossou. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale.
Et puis, sale temps pour l'amour en cette année 2021. La tradition du 14 février, fête des amoureux, est bousculée par la Covid-19. Cette pandémie qui oblige au respect des mesures barrières telles que le port du masque, la distanciation sociale et la vie sociale limitée. On en parle tout de suite avec un sexologue clinicien. Je reçois donc sur ce plateau Dr Jean-Baptiste Linsouci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, je le disais, cette fête du 14 février, elle est un peu viciée par le coronavirus, la Covid-19. C'est un 14 février un peu compliqué pour les amoureux. Oui, bien sûr, compliqué, mais c'est quand même aussi une occasion. Oui. Donc, une occasion pour prendre du temps pour soi-même et pour repenser la relation dans l'intimité conjugale et surtout pour redonner vie et parler ensemble de ce que la relation doit continuer à être. Ah bon. Ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire en grande fête, quoi. Oui, oui. Oui. Alors, dans un contexte de respect des mesures barrières, comme on l'a édicté, le gouvernement l'a édicté, est-ce qu'on peut songer à une fête, voire même une sortie en amoureux? Bien sûr, on peut fêter la Saint-Valentin en ces temps de Covid-19, mais les sorties sont déconseillées en réalité, puisque actuellement, il y a la diffusion donc, de variants de virus. Le virus devient de plus en plus dangereux. Alors, si on doit, comme vous le dites, il est déconseillé de sortir. Si on doit rester à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc si on doit rester à la maison, il faut puiser dans l'imagination et dans la créativité. Ouais. Et comme je le disais tantôt, voir dans quelle mesure prendre du temps pour soi-même. Par exemple, regarder un film ensemble, un film romantique, commenter le film et lire ce film-là à travers, lire sa relation à travers ce film, se faire des cadeaux, donc se donner des cadeaux, et marquer une attention particulière à sa moitié. Alors, ça c'est pour ceux qui sont déjà en couple. Pour les célibataires qui, à l'occasion de ce 14 février, aiment souvent sortir, rencontrer leur destinée ou peut-être le 14 février, l'occasion pour eux de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, le 14 février n'est pas non plus une fête de la prostitution. Si je peux ainsi parler, c'est un grand mot. Oui, bon, moi je dirais que pour ceux qui sont célibataires ou qui ont leur conjoint ou en fait leur moitié plus loin, il y a le virtuel qui est très puissant aujourd'hui pour marquer cette fête. On peut s'envoyer des cartes virtuelles. On peut s'écrire des messages, prendre le temps de beaucoup discuter. Mais on sait que le 14 février est réputé, pour le dire, un moment de tendresse. Depuis toujours, cela a toujours été ainsi. Oui, bien sûr, mais la tendresse peut se manifester à distance. Pas de corps à corps? Pas de corps à corps pour des gens qui ne sont pas encore en couple. Encore en couple. Alors c'est vrai que c'est une tradition qui se perpétue chaque année. Et cette année, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au restaurant. En tout cas, c'est limité, très limité. Il faut éviter d'aller au restaurant. Alors, avez-vous des conseils à donner aux couples qui, quand même, voudraient passer un moment particulier ce 14 février? Oui, bon, les conseils à donner, c'est le respect strict des mesures barrières, même en couple. Donc, éviter surtout les rassemblements grand public. Le gouvernement l'a interdit. Oui. Et voilà, se laver régulièrement les mains partout où on passe. Respecter strictement le port de masque. Surtout que le virus, il y a des variants maintenant plus contagieux, plus dangereux, plus mortels. Il faut respecter la distanciation sociale qui passe maintenant de 1 mètre à 2 mètres. Mais quand on est dans le couple, c'est pas évident de respecter la distanciation sociale. Oui, non, mais pas entre couples, mais quand vous allez quelque part et que vous devez, par exemple, avoir le service de garçon au restaurant et tout. Si vous devez être avec d'autres personnes qui viennent là, vous devez respecter les mesures barrières. Alors, ce qui me paraît un peu difficile, je l'ai évoqué tout de suite, quand on est en couple et qu'on sort le matin, on revient le soir, on se lave les mains et tout, mais on sait que le soir, on se couche dans le même lit. Oui, mais puisqu'on est en couple, c'est pourquoi il est formellement interdit, il est conseillé à tout le monde de respecter de la manière la plus stricte
les mesures barrières. Quand on peut respecter ça dans le lit conjugal? Non, on ne respecte pas dans le lit conjugal. Il n'y a pas d'interdit particulier pour les couples sérieux, donc qui sont ensemble et qui ont quand même cette conscience-là de se protéger, protéger les autres. Alors, la pandémie a chamboulé tout sur le plan international. Mais comment est-ce qu'on fait pour garder la flamme de l'amour allumée? Oui, je pense que la pandémie a tout chamboulé, comme vous dites, hein, donc aussi beaucoup de choses. C'est le contexte qui a changé, mais l'amour n'a pas changé en réalité. Oui. Donc nous allons continuer à vivre l'amour comme d'habitude, tout en respectant les mesures barrières. Vous l'avez évoqué brièvement, continuer à vivre l'amour sous une autre façon, façon virtuelle, pour les couples qui sont éloignés. Voilà, d'une manière plus responsable pour des couples, par exemple, où il y a des symptômes, des couples asymptomatiques. Ils doivent savoir que celle qui est ou bien celui qui est symptomatique doit savoir qu'il doit prendre les mesures pour protéger l'autre. En fait, aller faire le dépistage, par exemple, commencer par respecter les mesures barrières, le temps d'avoir les résultats. Les résultats qu'il faut. Alors, avez-vous un mot pour conclure cet entretien à l'endroit des couples, des amoureux? Sinon, je souhaite une très très belle fête en mode Covid à tous les couples et à tous les amoureux. Une très belle fête en mode Covid. Merci à vous, docteur Jean-Baptiste Lessouci. Je rappelle que vous êtes sexologue, clinicien et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler de l'amour du 14 février, plus précisément par ces temps de Covid-19. À présent, on parle de la radio, cet instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi. Et cette année, le thème de la journée mondiale de la radio est intitulé « Nouveau monde, nouvelle radio ». Ce thème qui rappelle combien ce média s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de la société. La radio d'hier à aujourd'hui, c'est un reportage signé Daniel Sousa et Émile Azokota. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie, et si nous voulons réellement nous accommoder
à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières. La radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion. Et c'est sur cet hommage à la radio que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ORTB www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.